La période estivale a débuté dans cette saison 2025, que ce soit en endurance, en championnat du monde d'endurance, en GT World Challenge et dans les autres championnats qui nous intéressent. L'occasion pour nous, dans ce nouveau numéro de notre podcast Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, de faire un peu l'état des lieux du mercato, une saison estivale propice à cela, avec déjà les premières discussions, les premières rumeurs qui s'intensifient en vue de la saison 2026. Et nous allons passer en revue un petit peu les éventualités et donc les bruits de couloir qui commencent à fleurir ci et là pour la prochaine saison. Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Le mercato 2025-2026 est-il déjà bien engagé ? C'est un petit peu la question à laquelle nous allons essayer d'apporter des débuts de réponse dans ce nouveau numéro de notre podcast. Et pour cela, je suis avec Thibaut Villemont et Laurent Mercier. Messieurs, bonjour. C'est un petit peu une petite pause actuellement, puisque le week-end dernier était quasiment sans course avant la reprise du GT World Challenge Europe le week-end prochain à Manicourt. Et donc nous avons voulu passer un petit peu en revue les principaux bruits de couloir, voilà, qui commencent à fleurir, comme je le disais, par rapport au mercato, puisqu'on sait qu'il y a évidemment l'arrivée de Genesis en 2026 en championnat du monde d'endurance, ce qui sera la principale nouveauté. Et donc, mécaniquement, il faudra que la marque satellite de Hyundai recrute. Mais il pourrait également y avoir du mouvement dans différentes autres marques. Et messieurs, nous allons faire un petit peu le déroulé de ces possibilités. Thibaut, je vais commencer par toi et je vais commencer par Ferrari, par les vainqueurs, les triples vainqueurs des 24 heures du Mans en titre. Ferrari, Thibaut, c'est la stabilité depuis plusieurs années sur les deux voitures officielles, la numéro 50, la numéro 51. On voit que ça bouge un petit peu plus, ça a bougé l'an dernier sur la numéro 83 avec l'arrivée de Phil Hanson. Est-ce que pour 2026, on peut s'attendre à du mouvement du côté de Ferrari et de Maranello ? Salut à vous deux, bonjour à tous. Ouais, la pause elle est courte, comme tu dis, j'étais au Challenge ce week-end, il y a l'IMSA aussi à Road America, donc elle est pas assez longue la pause. Non, plus sérieusement, effectivement, il y a pas mal de discussions qui sont en cours. Alors tout n'est pas finalisé, très très loin de là. Le Mans, c'était il y a à peine un mois, donc forcément ça joue un rôle dans les tractations. Et c'est pas parce qu'on gagne qu'on change pas. Alors chez Ferrari, jusque-là, ils ont misé sur la stabilité, troisième saison de la 499P avec les mêmes trios sur les deux voitures officielles. J'ai envie de te dire à raison, au vu des résultats au Mans. Oui, au vu des résultats au Mans. Après, pour moi, c'est pas non plus sur ce critère que Ferrari fait la différence. Je peux me tromper, mais j'estime pas qu'ils ont les meilleurs équipages du plateau. J'estime pas que le critère pilote soit clairement leur point fort. Ils sont loin d'être mauvais, sinon ils gagneraient pas. Mais j'estime qu'il y a des équipages qui sont plus solides à mes yeux. Et plus perfo. Après, on a vu quand même, même s'il y a une voiture qui est très dominatrice, on a pu voir des écarts parfois de perf. Et il y a deux pilotes aujourd'hui qui sont parfois cités peut-être à un moment, peut-être un petit peu en deçà de leurs équipiers, pas forcément sur le rythme pur, mais aussi parfois sur les qualités des uns et des autres, chez James Calado et Miguel Molina. C'est vrai que Miguel Molina, il pâtit un peu de la comparaison face à Antonio Focco et Niklas Nielsen. Calado, je pense qu'il a plus la pointe de vitesse qui fut la sienne. Là où j'ai l'impression que Giovinazzi est quand même devenu la référence chronométrique sur cette auto et que Alessandro Pierguidi, on connaît son côté, chien en piste. Bagarreur. C'est un pur racer, autant sur un tour, c'est pas, il est solide, attention, mais il a moins cette capacité d'aller chercher une pole qu'un Giovinazzi. Par contre, quand il est en course, faut pas lui laisser 2 cm parce que sinon il les prend. Et c'est très précieux. C'est très précieux pour Ferrari. Des fois, on a déjà parlé. Des fois, ils flirtent même avec la limite. Pour moi, si mouvement il doit y avoir, et honnêtement, je serais pas surpris qu'il y en ait un parce que. Il y en a un, il y a un pilote officiel Ferrari qui est sur la 83 qui vient de gagner les 24 heures du Mans et qui a été très très fort, c'est Guy Fayet. Guy Fayet, il y a un moment, ils vont vouloir le mettre sur une voiture officielle, normalement c'est le prochain candidat. On en a un autre qui pousse fort aussi pour avoir une chance au volant du 499P, c'est Alessio Rovera qui est absolument magnifique en GT3, c'est à mes yeux aujourd'hui un des meilleurs pilotes de la planète en GT3. Et qui vient de renouveler. Exactement, qui vient de renouveler avec Ferrari et pour moi, ça laisse à supposer qu'il va peut-être se passer quelque chose parce qu'en plus, il a participé au développement de la 499P. Il est un des réservistes, si on peut dire, de cette voiture. Et je sais qu'il a été très fort en test. Il a été assez bluffant. Moi, je pense que
moyen, voire court terme, ce ne serait pas surprenant de voir Nick Fayet passer sur une des deux voitures officielles, Alessio Rovera passer sur la 83, et peut-être un des deux pilotes précédemment cités, peut-être pousser sur la touche ou aller voir arrière. Et donc, il y a cette 83 hein, dont l'engagement est lié à des financements privés. Donc, il y a Phil Hanson et il y a bien évidemment Robert Kubica qui ramène Orlen. Le problème, c'est que maintenant, ces deux pilotes, ils ont gagné le Mans. Donc, ils ont un statut et des arguments de négociation qui font qu'ils vont peut-être pas vouloir amener le même budget l'année prochaine. Donc déjà, la présence de cette auto va dépendre de ça. Et puis, de celle-ci va aussi dépendre, je pense, les équipages des deux Ferrari officiels. La prochaine marque sur laquelle nous allons nous arrêter, c'est Toyota. Alors, on parlait de stabilité chez Ferrari. Alors, chez Toyota, c'est encore un cran au-dessus au niveau de la stabilité. On a les mêmes équipages depuis plusieurs années et on ne semble pas voir de mouvement. Mais est-ce que là, 2026 pourrait être le moment du changement dans le clan japonais où on va poursuivre également sur cette axe de stabilité? Et Toyota, moi, je m'attends à aucun changement. Déjà, il faut savoir que les pilotes ont quand même des conditions assez rêvées. Une belle équipe, des salaires intéressants. Y a pas de, ils ont aucune raison, honnêtement, ils ont aucune raison de partir, sauf si certains qui sont en fin de contrat arrivent à un certain âge, ont peut-être des opportunités sur de la plus longue durée avec des constructeurs concurrents. Mais aujourd'hui, non, je vois aucun changement. Déjà, de toute façon, il faut savoir qu'il y a un accord entre TGRE et le Japon qui fait qu'il faut qu'il y ait un japonais sur chacune des deux voitures. Côté Japon, c'est réglé. Buemi, Sébastien Buemi, il est intouchable. Hein, c'est la figure de pro du programme. Il n'y a aucune raison de s'en séparer. Nick De Vries, vu son âge et ses perfs, c'est pareil. Même s'il il a encore à prouver, hein, parce qu'on a pu le voir parfois peut-être un petit peu trop fougueux dans certaines conditions. Donc il reste Mike Conway et Brandon Hartley. Moi, de ce que j'ai compris, voilà, il y aura pas de mouvement à court terme. À court terme, parce qu'il y a quand même un petit gars qui pousse, qui est Esteban Masson, qui a été qui est brillantissime cette année. Et quand je vois les 24 heures du Mans qu'il a fait chez VDS Panis Racing, ça a été assez bluffant. Il a une grosse cote en interne et il y a un moment, il aura sa chance. Mais pour 2026, c'est, je pense, encore trop tôt et je vois aucun changement pour le coup dans l'effectif japonais. L'année prochaine, c'est assez sûr. Et encore une fois, il n'y a aucune raison. On sait pourquoi Toyota est à la peine cette année. C'est des raisons qui sont totalement externes à l'équipe. Donc, je vois même pas pourquoi un pilote aujourd'hui aurait un quelconque intérêt à aller voir ailleurs. Ouais, moi, Thibaut, j'avais des petites questions, enfin, pas des petites questions, mais des petits sujets par rapport à l'âge des pilotes. On sait que les pilotes veulent venir de plus en plus jeunes en endurance et que si on regarde aujourd'hui l'âge des pilotes dans la catégorie hypercar, il n'y en a pas beaucoup qui sont entre 20 et 30 ans. Dis-moi si je me trompe, mais je pense que le plus jeune, ça va être Malte Jacobsen, il me semble, qui doit avoir 21. Et on a quand même des pilotes qui arrivent à plus de 40 ans et qui sont toujours aussi perfos hein, chez les différents constructeurs. Hein. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Comme tu l'as dit chez Ferrari, un Alessio Rovera, c'est sûr, c'est un peu l'un des meilleurs pilotes. Je suis assez d'accord en GT. Maintenant, si tu passes en hypercar, il va falloir trouver quelqu'un pour mettre en GT. Et c'est peut-être aussi ce qui fait tiquer Ferrari. Je pense que c'est vraiment un atout en GT. Et si tu le vires de la catégorie GT, il faut que tu remettes quelqu'un ou tu essaies de remettre quelqu'un du même standing qu'Alessio Rovera, ce qui est peut-être pas forcément facile à trouver. Non, mais c'est clair, tu as totalement raison. Et d'ailleurs, j'avais eu la discussion en fin de saison dernière quand Ferrari avait annoncé officialiser Phil Hanson dans la voiture. J'avais déjà demandé à Antonio Coletta, mais Alessio Rovera, vous en faites quoi? Et lui m'avait répondu, mais aujourd'hui, le programme GT est très, très important et c'est lui qui le mène. Donc, c'est aussi pour ça qu'il n'avait pas envie de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et ta question, elle est totalement légitime, surtout que là, pour le coup, vous, spécialiste du GT, j'en vois pas. J'en vois pas aujourd'hui chez Ferrari, en tous les cas, qui serait capable de reprendre le flambeau si Alessio Rovera était amené à être titularisé sur une 499P. Parce qu'il y a encore David Erigon hein, qui se consacre à fond au GT. Mais arrêtez-moi si je me trompe, mais là, dans la filière, ils ont qui? Il y a Eliseo Dono, mais qui est encore trop jeune, hein, clairement. Je pense qu'il faut que tu mettes un mec quand même qui a un minimum de bouteilles en GT. Et c'est sûr, comme tu dis, Eliseo Dono, Pierre, c'est sûr que c'est encore un peu tendre. Après, c'est sinon recruter à l'extérieur, en fait. Hein. Ce serait peut-être recruter un ténor du GT à l'extérieur. Mais Ferrari est quand même un constructeur qui a quand même, je pense, qu'il doit avoir 4 pilotes de moins de 30 ans en hypercar. Si on prend les 3 voitures.
Ouais, bah oui, oui, Ouais. ils sont pas si vieux que ça. Après, pour reprendre toute l'histoire d'âge, c'est sûr que quand tu vois Sébastien Bourdet, ce qu'il envoie encore à 46 ans, bon, c'est impressionnant. Après, on n'est pas tous égaux face à la vieillesse, si on peut dire. Il y a des pilotes qui accusent le coup. Seb, c'est quelqu'un qui est voilà, qui a une hygiène de vie qui est assez irréprochable, donc il arrive à s'en sortir, qui n'est pas le cas de tout le monde. Après, de toute façon, là, ce qui est très intéressant, c'est que nous, il y a pas mal de constructeurs qui nous posent des questions sur quel pilote. Là, on a Genesis qui arrive. L'année d'après, on a McLaren et Ford. En fait, aujourd'hui, tu veux chercher des pilotes libres, hein, sans aller chercher la concurrence. Même si aujourd'hui, on va pas se mentir, il n'y a aucun gentleman agreement. Hein, ça se tire dans les pattes, ils n'en ont rien à faire. Hein. Mais tu veux un pilote qui a un minimum de bouteilles d'endurance et qui soit rapide. Et il n'y en a plus beaucoup, hein, au final, sur le marché qui sont dispo. Donc, c'est ça qui est aussi assez intéressant. Et c'est pour ça que quand on parlait des pilotes Toyota, moi, je me mets par exemple à la place d'un Mike Conway. Je ne sais pas de quelle est la durée de son contrat chez Toyota, mais imaginons, il y a un constructeur comme Ford qui lui dit, bah, moi, à ton âge, là, je te fais signer 4 ans supplémentaires, là où Toyota, il en propose que 2. Bon, bah, peut-être que ça va faire réfléchir sur la durée. C'est le plus âgé des pilotes Toyota, je crois, avec 41 ans, Mike Conway. Voilà, ça doit être ça. Donc bon, l'un dans l'autre, c'est ça un petit peu qui peut jouer. En tous les cas, ce qui est super intéressant, c'est on a un marché des pilotes qui est extrêmement ouvert. Je déteste ce terme marché, on a l'impression qu'on vend des fruits et des patates, mais on a un marché des pilotes qui est très ouvert, et ça, c'est assez chouette. Après, ta réflexion sur le GT, elle est légitime. On sait à quel point, pour des constructeurs comme Ferrari et Porsche, la branche GT est importante. Et honnêtement, moi, je suis Ferrari, j'enlève Rovera. Je pense que ça fait, même si encore une fois, hein, on sait qu'ils jouent avec leurs pilotes GT et leurs pilotes, enfin les pilotes 489P roulent aussi en GT, mais ça crée un vide. Alors après, à vous de me dire, il y a un Vincent Abril hein, qui fait une belle saison, je crois, hein, cette année, qui va peut-être avoir plus de responsabilités, mais en tous les cas, ta remarque est totalement justifiée. Hein. Je pense qu'un Alessio Rovera qui n'est plus dans le département GT Ferrari à plein temps, ce sera un vide. Je pense que tu peux comparer ça à un moment avant que Porsche arrive avec la 963 avec un Kevin Estre qui était important en GT pour Porsche. Et après, bon, Porsche c'est un peu différent parce qu'il y a quand même, je pense, plus de pilotes C'est ça, qui sont malléables, tu vois, pour rouler en GT à haut niveau. Là, en fait, c'est un peu Ferrari va peut-être payer le fait que bah, ils se reposent beaucoup sur les pilotes de la 499P pour leur programme GT. Ce qui fait qu'ils ont un giron de pilotes en fait qui est quand même plus restreint que Porsche. Ben, on a fait rentrer Arthur Leclerc en pilote GT, on a fait rentrer Thomas Neubauer, on a fait re-rentrer, on va dire, dans le giron GT, Vincent Abril, qui lui n'est pas un pilote Ferrari à part entière. Et qui est pourtant peut-être le plus talentueux, enfin, celui qui a ouais, le plus oui, de 3, oui. Ouais. Et Vincent roule aussi moins que les autres, enfin, a moins roulé ces dernières années que les autres, parce qu'il avait mis un peu sa carrière entre parenthèses, jusqu'à temps de trouver un volant qui lui plaisait. Et je pense que là, il est totalement épanoui chez F Corset. Et je pense que si tu le fais encore aller un peu plus loin, que tu le fais encore rouler plus, Vincent, il n'est pas rendu au bout encore de ce qu'il peut donner. Et ça peut être un bon, on va dire, remplaçant en pilote officiel Ferrari. Et Arthur Leclerc, justement, vous qui le voyez évoluer, vous pensez qu'il a les épaules pour endosser ça? C'est encore un peu il a switché endurance ou d'un point de vue mentalité ou... C'est sa première vraie saison au très haut niveau GT World Challenge en fait. C'est pas simple et puis je pense qu'il faut attendre un petit peu encore. Je trouve qu'il était plutôt pas mal en P2 l'année passée. Je pense que ça fait partie aussi de ces jeunes pilotes qui ont tutoyé le haut niveau en monoplace et qui arrivent. L'année dernière, ça allait encore en P2 parce que c'était une catégorie monotype, un peu typée entre guillemets monoplace. Ah ouais, bah ça génère de l'appui, tout ça. Oui. Que là tu arrives dans une catégorie, on va encore en parler, tu arrives dans une catégorie qui est régie par une BOP. Et je pense que les jeunes pilotes qui arrivent de ces catégories gérées par qui rentrent dans une catégorie gérée par une BOP, bah, c'est un autre environnement. Ça se gère différemment et je pense qu'il faut lui donner du temps. Hein. Maintenant, Arthur Leclerc, il n'est pas à côté de ses pompes en GT, attention. Hein. Oui, mais il n'a peut-être pas le bagage technique et tout ça pour endosser le rôle de Rovera. Pas encore. Il y a l'expérience aussi. Hein. C'est sûr que Yifei, avec ses 25 ans, a aussi, maintenant qu'il a gagné Le Mans, et là, il doit avoir un an de moins que Phil Hanson, même si les profils sont différents, pardon. Mais c'est sûr que c'est, comme tu dis, hein, c'est pas simple de trouver des pilotes qui ont un bagage en endurance, qui ont un certain palmarès. Et c'est aussi pour ça que je pense que les constructeurs misent encore beaucoup sur les pilotes qui ont 40 ans, parce qu'ils sont encore au niveau. Tu prends le cas comme tu disais, d'un Seb Bourdet, tu prends le cas d'un Fred Mako, tu prends le cas d'un Mike Conway qui a 41, d'un Loïc Duval qui a 43, même si là, bon, c'est pas le pilote, je pense, qui est un problème, qui est problématique. Un Di Resta va avoir 40 ans aussi. Ouais. Et un Pierre Guidi à 41 ans.
Messieurs, vous avez évoqué le cas de Porsche et de son fameux pool de pilotes GT, donc très éclectique pour passer du GT au proto. On va parler de la marque allemande qui, elle, donc au contraire de Ferrari et Toyota, est engagée sur les deux volets IMSA et WEC, et ça va être un peu le cas des prochaines marques que nous allons aborder. On sait que Porsche a beaucoup plus de pilotes que Ferrari et Toyota. Est-ce que Thibaut, la Night of Champions de fin d'année peut accoucher de surprises au niveau des transferts et autres recrutements ou promotions selon toi en fin 2025 en vue de 2026? Alors déjà, pour commencer sur Porsche, on lit pas mal de choses en ce moment. Aujourd'hui, ils ont un engagement qui est pris jusqu'à fin 2027. Donc, ils seront là l'année prochaine. Normalement, ils seront là aussi en 2027. Après, on sait très bien que dans ces grands groupes, ça peut changer. Mais voilà, en tous les cas, des infos qu'on a. S'il y a un programme qui sera peut-être un peu menacé, peut-être en 2027, c'est peut-être l'IMSA, mais de l'eau peut couler sous les ponts d'ici là. Financièrement, oui, le groupe ne va pas aussi bien que par le passé. Porsche ne fait pas une année qui est peut-être aussi bonne que l'année précédente. Après, ça forcément, ça a un impact sur l'endurance. Aujourd'hui, en fait, ce qui pourrait faire changer les choses, c'est un petit peu comme, en fait, c'est un petit peu, mais pour d'autres raisons, ce qui se passe chez Toyota. À savoir qu'aujourd'hui, l'avenir de Porsche, il s'inscrit sur 26-27, mais ils n'ont pas de garantie au-delà. Alors, ça dépend aussi certainement de cette convergence technique dont on a parlé sur Endurance Info, le convergence LMH et LMDH qui chagrine plusieurs constructeurs. Mais voilà, ça va aussi dépendre des résultats parce que je pense que prendre des revers au Mans, ça va un temps, mais il y a un moment, quand on s'appelle Porsche, ça agace. Donc voilà, s'ils n'ont pas de garantie sur le long terme, les pilotes vont peut-être être amenés à partir. Maintenant, là, à court terme, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une révolution, mais voilà, il y a quand même des pilotes qui ont des grosses cotes dans l'effectif Porsche et qui forcément sont dragués par la concurrence. Je parle de Felipe Nasser, Matt Campbell, Mathieu Jaminet, tous ces mecs-là. Bon, bien sûr, un mec comme Kevin Estre, mais on a du mal à le voir ailleurs que chez Porsche. Après, je vois pas. Je pense pas qu'il faille s'attendre à une révolution à court terme, en tous les cas pour 2026. Mais il va falloir en tous les cas que Porsche apporte des garanties à ses pilotes pour réussir à les garder, parce que sinon ils ont des effectifs de qualité et ça va partir à la concurrence. Maintenant, il y a aussi à un moment, il y a un Lorin Enrich. C'est ce Vous que j'allais dire. mieux que moi. Ils ont aussi des Il y a un capacités moment, de promotion. voilà, ils ont des capacités de promotion et je pense qu'à Heinrich, à un moment, il aura sa chance. Il avait failli tester la voiture l'année dernière lors des rookie tests de Bahreïn, la Penske, et au final, ça l'a pas fait pour diverses raisons, certainement pas liées à son talent parce qu'il méritait, mais il y a un moment, Heinrich, il va être légitime à demander à faire autre chose. Et encore une fois, vu comment est ouvert le marché des pilotes, sinon il risque de le perdre et il va partir à la concurrence. Et d'ailleurs, je fais un petit parallèle avec Rovera. Moi, je sais qu'aller sur Rovera, il y a des concurrents qui se sont renseignés dessus. Et c'est pour ça que j'ose espérer que Ferrari l'a verrouillé, parce que je pense aussi qu'ils se sont dit, si ça continue, il va être pris par ailleurs. On n'entend plus parler de Thomas Prenning en hypercar? Ben non, beaucoup moins, beaucoup moins. Après, je crois savoir que bon, il y a une question aussi peut-être d'état d'esprit. J'ai l'impression qu'en fait, dans la hiérarchie, il s'est fait un petit peu doubler par Lorin Heinrich, qui est assez, faut le reconnaître, assez bluffant en IMSA. Chaque fois qu'il fait quelque chose. Prenning aujourd'hui, il est quand même catalogué très pilote sprint. Après, encore une fois, vous m'arrêtez si je me trompe. Ouais, il est très catalogué pilote sprint et il a l'air aussi très attaché au DTM. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Porsche, ils sont clairement pas friands des doubles programmes. Parce que pour moi, vous me demandez un pilote dans l'effectif Porsche qui mérite d'avoir sa place dans la 63, je vous dis Nico Müller tout de suite. Mais il est en FE et Porsche ne veut pas de double programme. Et c'est pareil pour le DTM, puis en plus, sans compter qu'il peut y avoir des clashs. Donc ouais, j'ai l'impression qu'Heinrich aujourd'hui, s'il y en a un à promouvoir, c'est Heinrich. Thibaut, autre marque engagée sur un double, sur les deux volets, IMSA WEC, Cadillac. Et Cadillac qui a connu sa grande révolution en WEC cette saison avec le passage de Jota dans le clan Cadillac en tant qu'équipe d'exploitation un peu officielle, on va dire, on va l'appeler comme ça. Thibaut, sur ce volet-là, au vu de la mayonnaise qui est en train de prendre entre les deux entités, on en parle souvent de cette période d'apprentissage, de connaissance entre deux entités. On en parlera évidemment avec WRT. Enfin, on en a parlé avec WRT et BMW. Est-ce que du coup, chez Cadillac, Jota, on peut s'attendre à du mouvement? Et même question également du côté de l'IMSA, où on voit que par contre là, le changement avec le retour de Wayne Taylor dans le clan Cadillac se passe un petit peu moins bien sur le plan des résultats, même si on a vu une petite progression sur les dernières épreuves.
Oui, déjà, on va commencer à parler de l'IMSA comme ça, entre guillemets, on s'en débarrasse. Chez Wayne Taylor, faut pas s'attendre au moindre changement, clairement pas. Même si je ne serais pas surpris qu'à un moment, McLaren United fasse une offre à Philippe Albuquerque, qui a été un petit peu le pilote maison. Mais je ne vois pas de changement l'année prochaine. Je parle pas des courses endurance, mais là, c'est pareil. Ils vont aller piocher dans l'effectif WEC Cadillac. Action Express, de ce que j'ai compris, ils repartiraient aussi avec les mêmes. Ils sont pas mal aussi dépendants de ce qui se passe en F1. On sait que Vesti, Drugovic, tout ça, ça tape à la porte de Cadillac F1. Donc, ça va peut-être aussi dépendre de ça. Mais côté IMSA, globalement, il ne faut pas s'attendre à trop de mouvements. En WEC, bah, on sait, il y a Jenson Button qui s'en va. Il l'a annoncé en juin dernier qu'il allait quitter le WEC. C'est vrai que tout le monde s'est excité ces derniers jours, mais il l'avait déjà dit il y a un certain temps. Et qui pour le remplacer? Donc là, forcément, tout le monde pense à Antonio Félix Acosta. De ce que j'ai compris, c'est pas la piste numéro 1. Je ne pense pas même que Antonio Félix Acosta sera chez Jota l'année prochaine. Il y a des pilotes dont on ne parle pas du tout, qui pourraient se retrouver sur le marché, c'est Callum Ilott et Robert Schwarzman, parce qu'on sait que ça se passe pas très bien du côté de l'IndyCar pour Prema. Et Ilott, il a fait une saison avec Jota l'année dernière, alors très rapide, trop fougueux, il a trop cassé à mes yeux, mais par contre très bon pilote. Et il avait été apprécié chez Jota. Donc de toute façon, il y a un pilote à recruter. Alors on sait qu'il y a des pilotes américains qui ont demandé aussi à être incorporés à ce programme. Mais Drugovic, encore une fois, ne veut pas s'avancer à cause de ses espérances dans le programme Cadillac F1. Et de toute façon, je ne vois pas Action Express accepter c'est même pas possible. Ils ont déjà Herb Bamber qui fait le double programme. De ce que j'ai compris, ça devrait poursuivre l'année prochaine. Ils peuvent pas accepter notamment qu'un Jack Aitken fasse de même. C'est trop compliqué pour. Il faudra voir. Je vois plus un pilote de l'extérieur, un pilote d'extérieur débarquer, mais aujourd'hui rien n'est fait puisque tout est voilà, il y a trop encore de facteurs dépendants et rien n'est encore acté de ce côté-là. Et quid d'un Romain Grosjean? Bah, Romain Grosjean, c'est un petit peu la question parce que Romain, il en a été question à un moment chez Cadillac, notamment en Endurance Cup en IMSA, parce que, mais je reconnais que je ne sais pas du tout où ça en est. Il y avait des pistes pour qu'il soit pilote de simulateur Cadillac F1. Ça aide, hein, il est aux États-Unis. L'expérience. Voilà, l'expérience, le programme Lambeau qui est quand même du plomb dans l'aile et qui ne devrait pas se poursuivre. Donc bon, tout ça, ça laisse pas mal C'est sûr que Romain aujourd'hui, c'est une vraie piste. Romain, c'est une vraie piste. Alors, je le vois plus côté IMSA, mais maintenant, on sait très bien que voilà, les relations entre Romain et Wayne Taylor, elles ne sont pas excellentes, puisqu'il y a une année où Romain aurait dû conduire pour l'équipe et ça ne s'est pas fait au dernier moment, on lui a fermé la claquette à la porte au nez. Donc, je ne le vois pas revenir chez Wayne Taylor, parce qu'en plus, je pense que les deux sont assez rancuniers. Il ne faut pas l'exclure, je pense. Romain, aujourd'hui, il faut l'exclure nulle part, notamment pour IMSA. Ce serait dommage de se passer d'un pilote de ce calibre, tant par le talent que par la notoriété qu'il a. Et c'est une option à ne pas laisser de côté. Ouais. On poursuit Thibaut et Laurent avec les marques engagées sur les doubles programmes IMSA WEC et on passe à l'alliance BMW Team WRT. Thibaut, on sait qu'il y a pas mal de discussions en cours puisque le programme RLL s'arrête. Enfin, en tout cas, RLL ne sera pas allié de BMW en IMSA en 2026. Du coup, beaucoup de questions se posent sur comment et si le programme BMW se poursuivra en IMSA, évidemment. Du coup, il va y avoir du changement dans cette organisation pour la marque allemande. Est-ce qu'il y a déjà des pistes qui se dessinent selon toi ? Voilà, WRT va gérer le programme américain. Je pense que c'est une bonne nouvelle, notamment pour la transmission d'informations. Aujourd'hui, de toute façon, toutes les équipes LMDH qui ont l'opportunité et qui font les deux championnats veulent s'inspirer du modèle Penske. On a vu à quel point ils avaient progressé entre l'année 1 et l'année 2. Cadillac, il y a quand même une vraie communication entre les équipes cette année. Peut-être pas aussi transparente, hein, bien évidemment, que c'est exactement les mêmes équipes, mais notamment, on sait que l'ingé en chef d'Action Express a participé aux essais de Team Jota en pré-saison. L'avantage aussi, c'est qu'il y a des pilotes qui font les deux programmes. Et donc, voilà, BM, ils vont certainement tirer profit de ça. On va pas se mentir, RLL, ils n'ont pas été au niveau. C'est un petit peu la question cette année en IMSA. C'est Porsche Penske est-il trop fort et les autres sont-ils trop faibles? On avait titré une fois et c'est exactement le cas. Moi, perso, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'estime que ça fait partie des équipages les plus forts sur la grille, honnêtement. Ils ont 6 pilotes qui sont vraiment c'est vraiment du très gros calibre. Il n'y a pas de raison de changer. Donc, je pense qu'ils vont avoir un schéma qui est assez similaire à celui de l'an passé, de cette année, pardon. À savoir des pilotes WEC réquisitionnés en IMSA et plus un.
un Marco Wittmann Marco Wittmann et un Philippe Eng. Et derrière, voilà, on a vu Marco Wittmann suppléer Robin Freins à Sao Paulo puisque celui-ci est en FE. Moi, honnêtement, je vois aucune raison de changer. Ils ont d'excellents pilotes. Le système a marché cette année. Il va marcher encore mieux l'année prochaine puisque ce sera la même équipe des deux côtés de l'Atlantique. Donc, pour moi, il n'y a aucun changement à attendre de ce côté-là. On poursuit Thibaut et Laurent avec Aston Martin pour la première saison cette année de la Valkyrie, que ce soit en IMSA et en WEC. Saison d'apprentissage et donc de découverte également pour les pilotes. Est-ce que la saison à venir, selon vous, peut accoucher de changements dans le line-up où on va justement vouloir garder les mêmes équipages pour profiter de cette année d'apprentissage et ne pas tout chambouler au vu des évolutions à venir, ou est-ce qu'on peut peut-être s'attendre à voir certains pilotes, comme on en parlait avec les autres marques, du Giron GT d'Aston Martin être promu? Est-ce que c'est une possibilité selon vous? Moi, comme ça, je vois pas. Après, tu en as un qui sont intégrés aux essais, pourquoi pas. Aujourd'hui, moi, j'aurais misé sur la continuité. C'était la première saison. Ils ont appris plein de trucs. Ils sont quand même en progression. La BOP les aide aussi, bien évidemment, puisque au début, elle était assez contraignante pour eux, puisqu'ils étaient alignés sur les meilleures voitures, puisque la FIA a assez haut manquait d'informations. Il n'y a pas de raison qu'ils changent. De ce que j'ai compris, ça ne changera pas. Ils vont repartir sur un schéma similaire. Après, moi, vous me posez la question, j'aimerais bien voir un Mattia Drudi parce que je le trouve vraiment, je pense que c'est un vrai talent. Mais je peux comprendre que l'année prochaine, il change rien. Globalement, il y en a beaucoup qui disaient que les équipages seraient pas à la hauteur. Alors, c'est facile à dire. Aujourd'hui, ils n'ont pas la pression des avant-postes. Donc, en tous les cas, aujourd'hui, c'est clairement pas le facteur limitant. Il y a eu une grosse sortie à Spa, je crois. Au final, on remarque que c'est pas forcément ceux qui ont. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un Ribeiras un petit peu en dessous, mais un Sorensen est brillant, il fallait s'y attendre. Un Tom Gamble, il y en a beaucoup qui ont craché dessus de par son âge, mais il est talentueux. Tim Knell, il n'y a pas besoin de le présenter. Donc voilà, je pense que non, l'année prochaine, il faut s'attendre à aucun changement. Je pense que Mattia Drudi sera encore le fer de lance des programmes GT. Et puis voilà, par contre, à terme, Mattia Drudi, il s'en cache pas, c'est son objectif et il va falloir lui donner. Parce que là aussi, encore une fois, c'est comme un Alessio Rovera, c'est comme un Lorin Henrich. Ce sont des vrais talents en endurance et si ces constructeurs ne les verrouillent pas, c'est aussi prendre le risque de les laisser partir à la concurrence. Juste pour rebondir, en plus, c'est sûr que Mattia Drudi, si tu l'enlèves du programme GT, il faut remettre un pilote de son calibre en GT. C'est pas simple. Aston Martin a une académie, mais je pense que c'est encore un peu jeune pour sortir de nouveaux pilotes pour les faire rouler à l'échelle mondiale. Mais et je pense que pour Aston Martin, c'est plus The Art of Racing qui décide en plus de ce qui va être fait, plus qu'Aston Martin. Ils ont qui là en gros, hormis Mattia Drudi? Alors on sait que les pilotes hypercar, pareil, un peu sur un même modèle que Ferrari, voire Porsche à un moindre degré, ils s'appuient aussi dessus. Mais ils ont qui vraiment? Roman De Angelis, il continue aussi à faire du GT. Ils continuent tous un petit peu, mais qui ne fait que du GT, c'est Mattia Drudi le fer de lance aujourd'hui. Comme vous dites, c'est Mattia Drudi pour l'instant le fer de lance. Et même si tout le monde rêve de rouler dans une hypercar, je pense que pour l'instant, c'est lui la tête de gondole. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un d'autre à faire passer en hypercar. Et il faut faire passer quelqu'un aussi, d'autres pilotes à haut niveau en GT3 dans des voitures pro. Et là, tu vois, Valentin qui fait le GT, Valentin, pour l'instant, il est plus dans un rôle de pro-am pour accompagner d'autres pilotes en WEC. On va conclure le volet IMSA, messieurs, avec Acura. Donc Acura qui n'est pas présent en championnat du monde d'endurance, mais qui est évidemment l'une des valeurs sûres de l'IMSA, avec le meilleur Shank Racing cette année, le retour de cette alliance. Est-ce que Thibaut, les équipages que l'on voit, on rappelle Tom Blomqvist et Colin Braun d'un côté, et Renger van der Zanden, Niki Eloli de l'autre pour les programmes complets, est-ce que c'est des équipages qui sont amenés à bouger? Est-ce que c'est des pilotes qui peuvent, eux, être amenés à bouger du fait peut-être de recrutement potentiel de l'extérieur, ou selon toi la stabilité sera de mise pour 2026? Moi, je ne serais pas étonné que ça change un petit peu sur un qui est Colin Braun. Avec tout le respect que j'y dois, c'est un très bon pilote, mais j'ai l'impression qu'il souffre un peu quand même de la comparaison. Après, attention, il y a des Top Gun à côté, il a un Blomqvist, il a un Yeloli, il a un Renger van der Zande qui a un petit côté Pierre-Louis en IMSA, si on peut dire. Donc ouais, je m'attends, je serais pas étonné que Colin Braun
soit remplacé. Il y a un tel niveau aujourd'hui, et notamment ils s'en rendent compte face à Penske. Les 4 gaillards de chez Penske en IMSA, il faut vraiment laisser les farcir. Il faut vraiment du top. Je pense que Colin Braun sera remplacé l'année prochaine. Maintenant, là pour le coup, tout est très ouvert parce que Acura, c'est pas un constructeur qui a une filière. Il faut aller chercher du ténor du P2 comme ils ont fait. Aujourd'hui, forcément, si on pense ténor du P2, on peut penser à Tom Dillman, par exemple, qui roulait avec Nicky Loli. On peut penser, il y a plein de pilotes tip top en P2 qui seraient dispo pour y aller. Une bêtise, on a vu des Oliver Gray, on a vu des Stéphane Masson, on a vu tout ça qui sont dispo. On sait que et Meilleur Shank et Acura ont des liens avec Simon Pagenaud. Je vous sors pas une info parce que pour moi c'est compliqué parce qu'il est chez Peugeot, mais un Théo Pourchère par exemple. Je pense qu'il y a aujourd'hui il y a mieux à trouver sur le marché que Colin Braun pour aller se battre pour les titres. Par contre sur la voiture sœur, je vois pas de changement. On poursuit Thibaut Laurent avec le clan français, Alpine et Peugeot, donc engagés exclusivement en championnat du monde d'endurance. On sait que Alpine a modifié ses lignes déjà en vue de cette saison 2025, avec l'arrivée notamment de Frédéric Makowiecki en provenance de Porsche. C'était l'un des gros transferts de la précédente intersaison. On va commencer par Alpine. Thibaut, est-ce que la marque française a trouvé sa stabilité pour le futur à court et moyen terme, ou est-ce que, selon toi, comme tu disais, il y a aussi des envies éventuellement d'ailleurs pour des pilotes volontairement, pour des programmes pour lesquels ils seront attirés, ou comme tu dis, des pilotes peut-être un petit peu plus en dessous qui seraient amenés à être remplacés pour 2026? Alors, de toute façon, on a 3, c'est sûr. Enfin, il y en a qui sont après. Vous allez me dire que tout contrat peut se casser. Frédéric Makowiecki, Jules Gounon, Charles Milesi, tout ça, ça bougera pas. En toute logique, ça bougera pas, sauf si d'un commun accord ou pas, il y a des contrats qui sont brisés. Paul Louchatin, en tous les cas, Alpine n'a pas de raison, à mes yeux, de s'en séparer. Mais comme on disait, il y a d'autres constructeurs aussi qui peuvent draguer ces pilotes, donc qui peuvent aller voir ailleurs. Mick Schumacher, il a l'air très confiant sur ses capacités à rejoindre Cadillac F1. Donc ça aussi, ça va un petit peu dépendre. Tout à l'heure, on parlait de Felipe Drugovich, mais Mick Schumacher, il est dans la même situation. Même si je vois plus, Cadillac F1 miser sur un Mick Schumacher qu'un Felipe Drugovich. Ils débutent en F1, il leur faut un peu d'expérience. Donc ça va dépendre. Mais en tous les cas, au Brésil, il avait l'air très confiant sur ses chances de rejoindre la F1, Mick Schumacher. Donc si c'est ça, il va falloir le remplacer. Et puis, c'est un top mec, ça peut être un top pilote, mais il fait pas une grande saison, c'est Ferdinand Habsburg. Ferdinand Habsburg qui voilà, il fait pas la saison de la plus belle saison de sa carrière. Donc est-ce que ça va entraîner des changements? C'est aussi possible. C'est les deux, pour moi, ce sont les deux, Ferdinand Habsburg et Mick Schumacher, c'est les deux gros doutes pour la saison à venir. Je pense que Cadillac F1 devrait statuer sous peu et officialiser ses pilotes. Donc déjà, on en saura plus de ce côté-là. Et puis après, là, il y a l'affaire Habsburg. Il faudra voir quelle décision on prend, parce que c'est vrai qu'il y a une osmose sur la 35 qui est assez remarquable entre les 3 pilotes. Il ne faut pas la briser non plus. À voir. Cette saison, la 35, elle est un petit peu moins bien. Il y a des petites erreurs de commises sur les deux, hein, mais c'est vrai que la 36 est plus en vue. Il faudra voir, mais voilà, c'est les deux principales question mark, comme disent les Anglais. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à Alpine, sauf que je pense que moi, je mettrais un autre pilote avec Jules et Fred. Donc tu remplacerais Mick Schumacher? Ouais, je dis pas qu'il est pas bon, hein. En fait, il a, excuse-moi, je te coupe, mais en piste, il est très fort. On peut pas lui retirer ça. Il est aussi mis toujours dans les conditions pour briller. Hein. Il faut. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Maintenant, on parlait d'osmose sur la 35. Je pense que c'est bien quand les pilotes sont tous traités sur un pied d'égalité, et on sait que Schumacher a peut-être, de par son statut, de par sa façon de vivre, il est peut-être un petit peu en marge des autres. Et pour conclure ce volet français, évidemment, on va parler de Peugeot. Peugeot avec, on connaît les difficultés du programme au niveau des performances de la 9X8, avec des équipages qui ont légèrement évolué cette année avec l'arrivée de Malte Jacobsen. Thibaut, est-ce que le clan français va voir des grosses évolutions encore pour 2026, ou selon toi ça peut rester stable, mais on sait que le Peugeot travaille en coulisses sur déjà la poursuite du programme. C'était évidemment la grande question des dernières semaines. Évidemment les deux seront liés. Déjà, on parle de stabilité chez les constructeurs au niveau des équipages. Chez Peugeot, c'est pas leur atout maître, hein, parce que vous m'arrêtez si je me trompe, mais à chaque intersaison, il y a eu du changement.
pour moi. Pas forcément dans l'effectif des 6, mais des changements d'équipage. La première année, il y a eu Rossiter qui a été remplacé. On a vu Van Dorn, on a vu Muller, maintenant il y a Jacobsen. Ça change tout le temps. Donc on sait déjà, si vous lisez Endurance Info, qu'il va y avoir du mouvement, puisqu'il y a Nick Cassidy qui va débarquer. Nick Cassidy qui vient d'ailleurs de remporter les 2 dernières manches de la Formule E week-end dernier avec Jaguar. Donc il va quitter Jaguar en Formule E pour rejoindre le groupe Stellantis avec un double programme Formule E WEC. Donc il faut s'attendre à minima un départ. Il y a certainement Théo Pourchère qui est réserviste qui devrait aussi être titularisé. Donc oui, il va y avoir du mouvement. Pas du côté français. Il faut s'attendre à ce que Loïc Duval, qui vraiment est très très impliqué dans ce programme, poursuive l'aventure. Jean-Éric Vergne devrait aussi poursuivre l'aventure. Après, les autres, hélas, en fait, c'est toujours la même chose. C'est aujourd'hui les résultats ils suivent pas. Alors il y a 7 nouvelles voitures qui doivent arriver. Le problème c'est qu'on l'espérait pour 2027. Finalement, s'il y a une conjoncture technique qui à mes yeux me semble honnêtement compliqué, ça pourrait être repoussé pour 2028. Et là, c'est la question, c'est qu'est-ce que fait Peugeot? Parce que encore 2 ans avec la 9X8, ça va paraître long. Là, elle est vraiment à l'extrémité de la fenêtre avec la plus légère et la plus puissante. À un moment, ça suffit pas. Et surtout, on a vu comment la FIA et la CO se base uniquement sur les paramètres d'homologation et sur le fait de niveler les vitesses de pointe, ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? En tous les cas, je m'attends à poursuivre minima un départ. Je ne vois pas Malte Jacobsen partir, ça fait qu'1 an qu'il est là. Mais on sait qu'après tous les autres, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quand vous êtes un nouveau constructeur et que vous allez chez les autres, Malte Jacobsen, c'est très fort. Il sort de 2 courses. Honnêtement, Le Mans et Sao Paulo, chapeau. Vraiment, vraiment solide. Stoffel Van Dorn, on le présente plus. Michael Jensen, à mes yeux aujourd'hui, c'est un des meilleurs pilotes d'endurance de la planète. On le voit, c'est dur à voir en hypercar de par les performances de la voiture. Par contre, vous mettez en IMSA sur la P2, il est incroyable chez TDS. Donc forcément, moi, je suis un constructeur, je débarque là. Je sais que chez Peugeot, ça va pas très très bien. Je commence à me regarder. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu. Ils ont perdu des ingés, ils ont perdu des mécanos. C'est dur parce que le programme, il marche pas comme prévu. Et forcément, et c'est pas à cause des éléments qui constituent l'équipe. C'est à cause d'une voiture, j'aime pas trop ce terme, mais qui est mal née à la base. Aujourd'hui, ils ont fait, c'est pas du bricolage, mais voilà, ils ont mis un aileron, ils ont changé des pneus, mais au final, la base, elle était pas conçue pour être comme ça. Donc ils essaient c'est une question de compromis et ça ne fonctionne pas. Et donc, faut pas s'étonner que les gens veuillent aller voir ailleurs, même si le projet de nouvelle voiture, je suis persuadé qu'ils referont pas les mêmes erreurs. Mais je peux comprendre qu'il y ait des pilotes qui veulent aller voir ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes un pilote qui a en endurance et vous avez plusieurs possibilités. Je suis pas persuadé qu'effectivement vous preniez Peugeot, hormis si vous êtes dans cette situation, dans la situation d'un Jean-Éric Vergne, d'un Nick Cassidy qui veulent des doubles programmes. Et voilà, on va pas se mentir. Nick Cassidy aujourd'hui, il a le programme qu'il voulait avec un double programme et c'est pour ça qu'il rejoint Stellantis. Et il faut peut-être aussi, justement, tu parlais de Malte Jacobsen, qui, je pense, doit être le pilote le plus jeune en hypercar, non? Qui a 21 ans. Je trouve que ce qu'a fait Peugeot est judicieux, tu vois, de ne pas l'avoir mis comme ça dans le grand bain, qu'il a fait progresser petit à petit, qu'il fait continuer à le faire rouler en P2. L'initiative est très louable et très bonne de l'avoir fait progresser comme ça, parce qu'il est au niveau, comme tu l'as dit, les 2 dernières courses, franchement, bien, et c'était plutôt une bonne idée. Thibaut Laurent, la grande nouveauté de 2026 sera évidemment l'arrivée de Genesis, la marque satellite de Hyundai qui débarquera donc avec sa GMR 001 Hypercar. On sait que la firme a déjà annoncé 2 pilotes au moment du lancement du programme, à savoir Pipo Derani et André Lotterer, et que forcément il faut recruter pour constituer les équipages qui évolueront en 2026. Est-ce que on sait que la voiture va rouler sous peu, les premiers essais sont prévus d'ici 1 mois, en gros, fin août. C'est le programme défini par Genesis. Est-ce qu'on a déjà plus de pistes à l'heure actuelle, à 28 juillet, ou est-ce qu'on est encore dans les tractations de coulisses, selon vous? Alors, il y a un cas, Daniel Juncadella qui avait été appelé pour épauler les 2 jeunes du Trajectory Programme. Donc, Mathis Jobert et Jamie Chadwick en ELMS qui avaient été appelés pour remplacer un Logan Sargent. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait quoi? Il fait de la pêche au thon? Il fait de la confiture. Il fait de la confiture, je sais pas, mais en tous les cas, je sais pas où il est passé. Aucune nouvelle de Logan Sargent.
C'est étonnant. Il a totalement disparu de la circulation. Bref, tout ça pour dire que voilà, je serais étonné que Daniel Juncadella ne soit pas de la partie. Donc ça nous en ferait 3. Après, voilà, on sait qu'il discute, il discute avec des pilotes qui sont actuellement d'endurance, qui ont une certaine expérience, et notamment avec des pilotes qui sont chez la concurrence. Il disait, il y en a qui ont des velléités de départ. Genesis a un programme aussi sur le long terme, donc ils sont capables de proposer certainement des contrats sur un certain nombre d'années que d'autres constructeurs ne sont peut-être pas capables de proposer. Aujourd'hui, alors on vous parle, ce qu'on est sûr, c'est que tout n'est pas entériné. Ils n'ont pas leurs 6 pilotes pour l'année prochaine. Mathis Jobert est bluffant en P2. Vraiment, il fait du super boulot. Maintenant, je ne serais pas étonné de le voir participer aux séances d'essai. De là à titulariser l'année prochaine, lui, forcément, hein, avec ses ambitions, il nous confiait qu'il espérait en être. Je le vois plus pour un 27, Mathis Jobert. Je le vois bien faire une deuxième saison à l'MP2. Je le vois plus dans un rôle de réserviste pilote de dev que titulaire l'année prochaine. Demi Chadwick, personnellement, j'y crois moins. Tout le respect que j'ai pour elle, elle est pas bluffante. Elle a pas, en tous les cas, à mes yeux, elle a pas les épaules pour passer en hypercar pour un team qui veut jouer aux avant-postes. Moi, je suis de Genesis. Parmi les pilotes qui sont pas présents en WEC, il y en a 2 quand même que je regarderai de très très près. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est Tom Dillman. Ouais, bien évidemment, oui, bien sûr. Et l'autre, alors qui lui est présent dans la catégorie Rennes mais pas en WEC, c'est Louis Delétraz. Et complètement, de toute façon, c'est un peu ce dont on parlait, Lolo, avec les constructeurs qui arrivent. De toute façon, moi, je suis Ford, McLaren, Genesis, effectivement, ce sont des pilotes que tu regardes. Alors après, je ne sais pas, je connais pas la nature du contrat qui lie Louis Delétraz à Cadillac et Wayne Taylor Racing. Mais c'est sûr que c'est des pilotes, tu dois t'y intéresser. Après, tout à l'heure, tu parlais d'âge. Et moi, il y a un pilote, c'est assez marrant, je trouve qu'on n'en parle pas. Je peux pas te dire qu'il a été parfait dans ce qu'il a fait avec Toyota, mais l'année dernière, il a été râpé au pied levé pour suppléer Mike Conway et José Maria Lopez. Il a fait un Le Mans l'an passé, absolument remarquable. Oui, il a ce tête à queue en fin de course, mais il y a un moment, ils se sont retrouvés dans une situation où, après avoir pris de l'huile d'une Ferrari sur le pare-brise, le dimanche matin, ils sont contraints à un arrêt non prévu. Donc, ils se retrouvent quasiment hors course pour la victoire. Mais Lopez, il a été incroyable l'an passé. Honnêtement, il était incroyablement. Et il a une expérience pareille. Je ne connais pas le contrat qui le lie aujourd'hui à Toyota, qui compte beaucoup sur lui pour le programme GT3. Et avec, on sait qu'il y a la nouvelle voiture qui arrive. Mais c'est un mec qui a l'expérience d'un grand constructeur et qui sait encore tourner le volant. Et je pense que c'est précieux pour un constructeur qui arrive. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui paye sa fougue du passé alors que maintenant, comme tu dis, ce qu'il fait, c'est remarquable? Peut-être qu'il la paye. Voilà. Après, c'est quoi être fougueux? Je veux dire, un Pipo Derani, c'est un pilote qui a été aussi pris dans des accrochages et ça ne demeure pas moins un pilote remarquable. On parlait d'Alessandro Pierguidi. Je pense à lui, mais en revanche, tu as raison de citer ceux-là et il y en a d'autres. Là, on sait qu'on a parlé d'Esteban Masson, pour parler des pilotes P2, mais qui est très lié aujourd'hui à Toyota. Il y a Oliver Gray, qui a été très bon, aussi au Mans. Non, il y en a un autre, mais qui reste dans la même mouvance, c'est Franck Pereira aussi, qui est plus âgé, qui a moins l'expérience du proto. Mais quand tu vois ces 24 heures du Mans, cette année, en arrivant avec pas d'expérience dans la voiture, sur 2 ou 3 journées d'essai au Paul Ricard et arriver à être en mesure de gagner le P2, quand tu vois les mecs qui roulent depuis des années dans la catégorie, parce on dit que la Porsche Cup c'est une catégorie des spécialistes, mais la catégorie P2 est aussi une catégorie des spécialistes. Et je pense que Franck Pereira, malgré ses 40 ans, aurait encore son mot à dire dans un programme officiel. Des bons pilotes d'endurance, il y en a. Là-dessus, il y a aucun souci. Je me fais pas de bile, mais c'est sûr que tu as bien raison de citer les noms que tu as cités juste avant. Et puis, cette année, voilà, on voit quand même encore des pilotes P2 qui tapent aux portes de l'hypercar et qui en ont le potentiel. Alors, c'est sûr que là, moi, je parlais d'Esteban Masson notamment parce qu'il est très jeune. Donc c'est un peu voilà, Esteban Masson, Mathis Jobert, tous ces mecs-là qui sont là. Mais c'est sûr que, comme tu dis, on voit un Tom Dillman, ce qu'il fait l'année dernière, il est champion IMSA, il est vice-champion ELMS. Cette année, il gagne les 24 heures du Mans. Bon, il a su un accident pour lequel il n'y est absolument pour rien à Mosport. Mais c'est un pilote remarquable. Louis Delétraz l'est également. Mais bon, Louis, il est déjà dans la catégorie Rennes, j'ai envie de te dire. Après, vous savez, il y a des pilotes qui préfèrent faire le WEC à l'IMSA. Donc, je pense notamment à Tom Blankvist. Aujourd'hui, il est lié à Acura. Est-ce qu'il y a un moment, il va pas vouloir peut-être aller chercher le titre de champion du monde et Le Mans, parce que quand vous êtes lié à Acura, c'est dur de trouver un volant en hypercar dans la catégorie Rennes. C'est la question se pose aussi. Messieurs, nous avons fait le tour de cette
classe, catégorie, comme vous voulez, Hypercar GTP entre le WEC et l'IMSA. On va conclure cette première partie de notre podcast Mercato 2025-2026 avec un petit mot, Laurent, de la catégorie LMP2. On sait que c'est une catégorie qui va connaître un changement assez important en 2028, puisque 2028 marquera l'arrivée, comme vous le savez si vous êtes des fidèles d'Endurance Info, des nouvelles voitures, avec Oreca et Ligier qui ont été annoncé en marge des 24 heures du Mans. Laurent, du coup, avec ce futur en tête, est-ce que on peut s'attendre à beaucoup de changements dans les 2 prochaines années pour les équipes habituées du LMP2, ou selon toi, on va se diriger vers une sorte de stabilité pour que les pilotes qui veulent se montrer, et qui sont déjà qui viennent de débuter dans la catégorie, poursuivent un peu leur mise en avant peut-être de viser un peu plus haut? Non, je pense qu'il faut s'attendre à la stabilité. C'est le cas ces dernières années déjà en ELMS et même en IMSA, même si on a quand même de temps en temps des nouvelles équipes comme Pratt & Miller, mais qui vient plus aussi se forger à la catégorie LMP2 pour essayer de passer en hypercar après avec un constructeur. Mais pour le reste, il faut s'attendre à la stabilité. Les voitures sont éprouvées, les équipes connaissent bien les voitures. Il faut attendre 2028. Alors par contre, attention, parce qu'il faut attendre 2028 avec l'arrivée des nouvelles voitures, mais il y a quand même un mais, c'est qu'il y a des équipes déjà qui sont à LMP2 et qui regardent à faire autre chose. Si vous êtes lecteur d'Endurance Info, vous avez dû voir que AO Racing réfléchissait à faire rouler une Porsche 963 à l'avenir. En IMSA, on sait qu'il y a des équipes qui sont présentes en LMP2 qui regardent aussi ce qui peut être mis en place du côté du GT. Peut-être pas pour 2026, mais plus pour l'avenir, parce que je pense que toutes les équipes qui sont présentes en LMP2 en ce moment ne seront pas forcément avec le nouveau LMP2 déjà, parce que pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup. L'appel d'offres a été rendu public, le résultat de l'appel d'offres a été rendu public par rapport au constructeur au Mans. Il faut voir ce que ça va donner, quel est le business économique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, où est-ce qu'on va pouvoir rouler, combien de places seront réservées aux 24 heures du Mans. Je pense que la clé, elle est là déjà. On l'a vu déjà cette année pour certaines équipes, Laurent, on l'a vu avec le pôle pour monter les programmes. Donc je sais pour avoir discuté avec au moins 3 voire 4 équipes présentes en LMP2 qu'elles réfléchissent, qu'elles regardent, qu'elles étudient un programme GT à l'avenir. Pour voir. Alors après, est-ce qu'il y aura plus de place, c'est un autre sujet, mais des équipes regardent à aller en GT. Et il faut penser aussi que c'est bien de vouloir aller en hypercar ou en GTP, mais c'est pas le même coût déjà, c'est pas le même style de voiture, il y a quand même une hybridation, même si la CO a annoncé il pourrait y avoir des hypercars privés en Asian Le Mans Series, alors pas sur la saison prochaine, mais la saison d'après. Ouais, on parle d'hypercars privés avec des pilotes bronze, alors qu'aujourd'hui, les pilotes bronze ne peuvent pas faire le Mans dans la catégorie hypercar. Donc, ça me paraît très compliqué pour l'instant. Et donc, je pense que le marché du P2 va être stable encore la saison prochaine. C'est après où ça risque de bouger. Je pense que l'année prochaine, ce sera un vrai tournant pour savoir qu'est-ce que vont faire les équipes, parce que les équipes ne vont pas attendre 2027 pour prendre une décision pour 2028. Thibaut, Laurent, nous avons donc passé en revue la catégorie Hypercar GTP, WEC et IMSA pour ce numéro de Track Limit by Minervoy, le podcast d'Endurance Info spécial Mercato 2025-2026. Ce sera la première partie de cet échange autour du Mercato. On vous enregistrera la seconde partie qui sera consacrée principalement au GT dans les différents championnats où le GT3 est impliqué, que ce soit le WEC, l'IMSA ou le GT World Challenge Europe cette semaine, et vous pourrez évidemment écouter cette deuxième partie la semaine prochaine. Thibaut, Laurent, merci pour cet échange et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce podcast spécial Mercato 2025-2026. Merci à tous.